IPSA, mon projet de master IPSA, avec 3 autres étudiants sur le projet Paillanqueux, projet orchestré par M. Guy Pignolet, ici présent. Donc nous avons conçu un compteur de particules cosmiques pour être embarqué en tant qu'instrument scientifique à bord d'un voilier solaire. Donc, la voile solaire, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Kepler y pensait déjà quand il observait les queues des comètes. C'est une idée qui fait rêver quand on est fasciné par l'exploration spatiale, mais qu'on est confronté aux distances astronomiques. 4,2 années-lumière pour rejoindre le système solaire le plus proche du nôtre. Ça fait des dizaines de milliers d'années de voyage avec les modes de propulsion actuels. Et la voile solaire ouvre de nouvelles perspectives. Et grâce à Guy, j'ai découvert que ce n'était pas seulement la science-fiction. Grâce à Guy aussi, j'ai pu rejoindre l'association U3P, l'Union pour la promotion de la propulsion photonique, dont j'ai la chance d'être maintenant vice-présidente. Guy est polytechnicien, chercheur, rêveur, et je vais à présent lui laisser la parole. Voilà, oui. Merci. Voilà, alors, dans les écoles d'ingénieurs, je veux dire que l'école dont je suis diplômé n'a jamais fait aussi bien que l'IPSA en matière de fabrication et de lancement de fusées. À l'époque de ma vie, j'étais au service jeunesse éducation du CNES et je me suis occupé des lancements de fusées d'étudiants qu'on fait tous les étés. Et bravo l'IPSA. Alors, oui, puisqu'on est en train de parler d'école, qu'est-ce qu'il y a? L'école polytechnique, c'est une bonne école primaire. J'ai fait 2 grandes écoles pour ma formation dans ma vie. D'abord, à l'âge de 17 ans, j'ai été boursier Zelidja. Alors, Zelidja, c'est on part tout seul avec une bourse qui, en gros, permet de sortir de la vie à l'époque où on fait du d'autostop. Et puis, il y avait ce qu'on appelle le passeport Zelidja, qui était le format passeport en une demi-douzaine de langues, avec la photo et disant, bon, le porteur est un étudiant qui fait une expérience importante pour son éducation. Nous vous demandons de l'aider, signé le ministre de l'Éducation de la République française. Donc avec ça, ça ouvrait des portes, c'était pas mal. J'ai appris beaucoup de choses avec Zelidja. Ma deuxième grande école, ça a été à la sortie, donc après mon diplôme d'ingénieur, où je me suis aperçu que je connaissais rien au monde dans lequel je vivais. Et histoire de découvrir un petit peu, on m'avait parlé de gens qui se promenaient un petit peu partout dans le monde à la recherche de pétrole. Donc, je suis allé voir. Et puis, je me suis engagé chez Schlumberger Overseas. Nous étions 400 ingénieurs et nous avions 29 nationalités différentes. Et ça, c'était sacrément formateur. Alors, ça m'a permis de voir tout le Moyen-Orient. J'ai passé 1 an en Arabie, 1 an en Iran, où je suis allé faire des forages là, en plein hiver à 3000 mètres d'altitude. Bon, après ça, je suis allé au Biafra, au Nigeria, avec la guerre. Et puis, j'ai fait 2 ans d'ingénieur en Indonésie. D'abord, pour m'occuper de l'entretien des équipements dans tous les centres de l'Indonésie, puis comme directeur du plus gros centre de Schlumberger en Indonésie, et comme c'était le plus gros centre et qu'il y avait du développement, on m'a aussi chargé de la formation de tout le personnel local pour l'Indonésie, ce qui a été mon entrée dans le monde de l'éducation. Donc ça a commencé à perdre du temps, vous voyez, les années. Donc ça faisait 5 ans, et là je me suis souvenu d'une des leçons que m'avait donné mon professeur de physique qui s'appelait Louis Lefrin-Sringuet lors de son dernier enquête. Alors je ne sais pas où vous en êtes du point de vue de l'avancement de vos études, mais un jour j'allais sortir de cette école et
Ben, je vais vous donner le petit conseil que m'avait donné le prince Ringuet parce qu'il était valable aussi. Il a dit, vous allez avoir votre diplôme d'ingénieur, un premier métier, faites-le avec tout votre cœur, toute votre énergie, comme si vous alliez le faire toute votre vie. Et puis au bout de 5 ans, changez. Alors, en Indonésie, on dit, ben, Guy, tu vas prendre des vacances, et puis quand tu reviens, tu vas être directeur adjoint de Schlumberger pour toute l'Asie. J'ai dit, c'est gentil, et j'ai donné ma démission. Voilà, alors il fallait remettre les choses un petit peu en ordre. Je me suis dit, je vais faire des études. Bon, j'ai pris. Alors, là où je travaillais, c'était mon centre, il était dans le nord de Sumatra. Bon, 140 km pour avoir une ville où il y a quelques habitants. Je suis allé, j'ai trouvé un globe terrestre et puis au consulat américain où j'avais trouvé les grandes études parce que ouais, je voulais faire un niveau de doctorat ou quelque chose comme ça pour mettre un petit peu en ordre. Je ne voulais pas aller ni à Moscou ni à Shanghai parce qu'à l'époque, c'était en fin des années 60, ça c'était 70. Pourquoi tu es allé étudier chez les communistes? On n'aurait pas arrêté de m'embêter avec ça. Donc, j'ai écarté un petit peu aussi le Japon, parce qu'à l'époque, la langue me faisait peur. Écarté l'Europe, parce que c'était du déjà vu. Donc, il me restait que l'Amérique du Nord. J'ai fait, c'est pour ça que je suis allé chercher la liste des institutions en Amérique du Nord. Il fallait qu'il y ait de la variété. Donc, j'ai mis la barre à 5000 étudiants. À 5000 personnes, pour que ça puisse remuer un petit peu. Au cours de mes visites, je suis allé voir le Caltech, qui est très bien, mais il y a 3000 et c'est très carré aussi. J'ai fait un deuxième, donc j'ai sorti 110 écoles. J'ai fait un deuxième tri qui était le nombre d'étudiants par professeur. Nombre d'étudiants divisé par nombre de professeurs. Alors, des choses comme New York, l'université à New York, c'est un rapport de 5 ans. Bon, c'est une détaillée. Le meilleur, c'est Yale, avec un rapport de 2,5 étudiants par professeur. Vous avez beaucoup de temps, ils sont enseignants dans une discipline, mais qui ont envie d'apprendre autre chose et qui s'inscrivent comme étudiants dans une autre discipline. Alors, j'ai sorti les 10 qui avaient le meilleur rapport, et puis de mon Indonésie, j'ai fait le tour des capitales du Vietnam, Hong Kong, le Japon. J'ai débarqué à San Francisco, et puis j'ai fait le tour, la traversée des États-Unis en regardant les universités. Alors, il y en a 2 qui étaient pas mal, qui étaient Cornell et Stanford. Et comme Cornell m'offrait un poste d'assistant, je suis allé à Cornell. Je ne savais pas ce que j'allais faire. Et c'est en entrant que j'ai vu que dans le système américain, si on fait un doctorat, il faut un major, un sujet, un major, et 2 minors, mais que dans la plupart des disciplines, il y a un choix très limité de minors, sauf dans les business schools. Voilà. Ou c'est libre. Donc après être allé à Berkeley, j'ai commencé donc à cette fois à aller voir les business schools. Et puis, j'ai fait donc un doctorat en business à Cornell. On était 12 à travailler le sujet que j'ai fait, 200 sur l'Amérique du Nord, qui était comportement et organisation. Pour notre petit groupe, pour nos études, on se posait 2 questions. Comment fonctionne l'humanité? Comment fonctionne la planète Terre? Ce qu'aujourd'hui on appellerait l'écologie générale. Et en 1970, j'ai fait tous les colloques que vous pouvez imaginer qu'il y a eu depuis, on appelle contenu dans mon programme. À côté de nous, il y avait des dizaines, voire des centaines d'étudiants qui faisaient des masters dans la business school, et eux, ils avaient une seule grosse question qui était
comment faire du fric. C'était tout à fait différent. Et c'est là où je suis rentré après à l'île de la Réunion, qui est l'île de mes ancêtres, parce que, oui, en même temps, j'étais à Cornell. En un an et demi, j'ai traversé, je ne sais plus, 15 ou 18 fois l'Atlantique. Parce qu'en même temps, je suivais à Paris au service de la recherche de ce qui était l'ORTS, qui est devenu l'INA après, avec celui qui est devenu un de mes camarades, Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète, le papa spirituel de Michel Jarre, et gens comme ça, parce que vous connaissez un petit peu ce genre de musique. Et on a fait les machines à communiquer, c'était génial. Et de tout ça, s'est aperçu que le monde, l'organisation de la planète, on a des problèmes aujourd'hui. Quelques petits problèmes. Ouais, non? Hein? J'avais un de mes collègues qui était d'origine mondiale qui dit voir le monde en termes de problèmes et de solutions, c'est une attitude typiquement occidentale. Lui, s'il n'est pas bien, il change de place, et puis voilà, puis il va ailleurs, puis bon, ça change le monde, et ça change l'environnement, etc. Ce qui est une autre approche. Bon. Alors, voilà. Donc, le monde est en train de changer, et ça a commencé il y a 10 000 ans, avec l'invention de l'agriculture, mais on peut remonter, et puis on a fallu 5 000 ans pour avoir l'écriture. Alors, à partir de là où il y a l'écriture, ça a permis de parler, une tradition orale avant, à des gens qui n'étaient pas là et qui étaient à un autre moment. Et en particulier, dans la connaissance du monde, il n'y a pas que les choses rationnelles. Là, j'utilise des mots que vous, élèves ingénieurs qui avez fait des mathématiques, vous connaissez. Il y a aussi tout ce qui est la transcendance. Ça vous dit quelque chose, la transcendance? Comment? Oui, alors, il y a 3 types de populations qui s'occupent de transcendance. Vous avez les métaphysiciens, tout ça. Vous avez les poètes. Et vous avez les mathématiciens. Avec les nombres transcendants, vous allez m'en citer 2. 2 nombres transcendants, les plus célèbres. Comment? Pi, et puis avec, comment il s'appelle là, notre politicien mathématicien qui a dit la plus sexy des formules mathématiques, c'est la formule de l'air, E puissance 2 pi égale à 1. Vous aurez compris ça, l'explication d'un angle, je le cherche, mais c'est pas grave. Alors, les mathématiciens, déjà Pythagore, qui est bien embêté, il a réalisé que la diagonale d'un carré, c'est comme quelque chose de simple, c'était pas quelque chose de rationnel. La racine de 2, c'est pas rationnel. Il y aurait un des disciples de Pythagore qui serait suicidé à cause de ça. Tantôt que ça lui a donné. Et puis il a fallu attendre 23 siècles avant que Louville, mathématicien français, trouve un petit peu, comprenne la nature des nombres transcendants. Et encore un demi-siècle pour qu'il y ait 2 Allemands, Cantor et Dedekind, qui, avec leur méthode de la coupure, trouvent un moyen rationnel de manipuler les nombres qui n'étaient pas. Les méthodes dans lesquelles on manipule. Alors, je vous le disais, il y a 3 types de populations qui s'occupent de la transcendance, et en particulier tous les fondateurs de religions.
qui ont eu beaucoup de mal à expliquer un certain nombre de réalités de l'univers dans lequel on vit qui ne sont pas rationnelles. Tout simplement parce que le langage, c'est pas parce que c'est interdit d'en parler, mais c'est parce que le langage ne peut pas, c'est pas porteur, comme on dit en informatique, c'est des concepts qui ne sont pas portables par le langage. Mais, et là, on arrive à ce que je fais, ma génération est celle qui est sortie de la planète Terre avec Yuri Gagarin, le 12 avril, voilà, 61, quelque chose comme ça. Il y a 600 personnes qui sont sorties de la planète Terre à ce jour. Il y a 15 jours, vous avez 14 personnes en orbite. Il y en avait 11 à bord de la Station spatiale internationale parce qu'il y avait un changement d'équipage, il y avait 2 équipages à bord, et 3 à bord de Tiangong, qui est la station spatiale chinoise. Qui est-ce qui a déjà vu l'ISS dans le ciel? Oui, c'est facile, hein, on la voit très très bien. Il ne faut pas regarder ses pieds, mais quand on la voit, c'est peut-être plus brillant. Et même avec les lumières de Paris, s'il n'y a pas de neige, on la voit très bien. Alors, depuis 3 mois, où les Chinois ont rajouté des modules, Tiangong est à peu près aussi visible que l'ISS. C'est en train de grandir, etc. Alors, dans les... Qu'est-ce qu'il citait Eric Abello, là, récemment, il y a quelques minutes ici, qui est une ingénieure réunionnaise qui travaille en Hollande, où elle fabrique des panneaux solaires pour aller très prochainement sur la Lune. Bon. Pendant qu'on essayait le film, là, je passais le truc de le High Frontier, de Jerry O'Neill. Qu'est-ce qu'il connaît, Jerry O'Neill et la Haute Frontière? Traduit en français, les villes de l'espace. C'est que là, on est parti. Je vais poser une question là. Il y a des Parisiens parmi vous? Ouais. Des Français? On peut lever la main, tous les Français? Ah ouais. Il y a des Européens, vous levez la main? Ouais. Il y a des Terriens parmi vous? Vous levez la main? Il y a des Solariens? Vous levez la main? Il n'y en a pas beaucoup qui lèvent la main. Hein? Ils se sentent dans leur trip habitants de l'étoile Soleil, de la banlieue de l'étoile Soleil. Pourtant, hein, c'est la prise de conscience aujourd'hui. Je vous reposerai la question à la fin de la séance. Alors, voilà. Donc, avec mon... Il y a des choses qui arrivent quand on sort d'une école d'ingénieur. J'ai un grand ami qui s'appelait, parce qu'il est disparu, Vladimir Siromiatnikov. Et Vladimir Siromiatnikov, né à Arkhangel, 1800 km de Moscou. Et avant, autour de la Deuxième Guerre mondiale, ses parents sont venus dans la banlieue, dans le nord de Moscou. Et puis, il a fait de bonnes études dans une grande école d'ingénieurs qui s'appelle Bauman. Et le jour où il a son diplôme, c'était en 1956, il y a un de ses voisins qui lui félicite et qui lui dit « Viens avec moi demain, j'ai peut-être un boulot pour toi ». Il se retrouve le lendemain dans la grande banlieue de Moscou, à peu près comme Évry par rapport à Paris, dans un village qui s'appelait Padivki, dans une usine quasiment fortifiée, dans un bureau avec un monsieur qui lui serre la main, qui dit « Félicitations jeune homme pour votre diplôme. Je m'appelle Sergueï Korolev. Je suis en train de faire le premier satellite artificiel de la Terre. Est-ce que vous voulez faire partie de mon équipe ?» Premier boulot pour mon copain Siromiatnikov. Waouh! Alors, quand il est mort, parce que je l'avais découvert un jour dans un congrès, c'était à Innsbruck, Vladimir Siromiatnikov cherchait le groupe des gens qui s'occupaient des poils solaires, hein, parce qu'il était en train d'en faire une qui était un miroir. Donc, on s'est rencontrés ce jour-là. Il est venu plusieurs fois à la réunion. Et puis, un jour, après, je ne vais pas vous raconter toute la vie,
mais j'ai fait une carrière au CNES après. Je m'occupais, je vous l'ai déjà dit, des affaires de jeunesse. Et vers 96, il y a un quart de siècle, je vois débarquer dans mon bureau le premier secrétaire de l'ambassade de Russie, avec un prof, 3 jeunes de 15 ans, un caméraman de la télévision russe, et qui me disent on aimerait bien faire un modèle réduit fonctionnel du premier Sputnik, mais on aimerait faire partager ça. On a appris, ça vous le savez, qu'en France, il y a des jeunes étudiants qui font des belles fusées expérimentales. Eux, ils étaient dans une école de chaudronnerie. Donc, on aimerait bien s'associer avec des Français. Alors, il fallait 15 ans aussi, donc c'est pas vous, un petit peu plus. Donc, j'ai trouvé une école pas loin de Toulouse, mais c'était un peu loin. Et puis, à La Réunion, un collège dont le principal était radioamateur et était à Radio Club. Donc, il avait des élèves qui, en 6e, avaient déjà communiqué avec Jean-Pierre Aigneret quand il a fait son premier vol. Et puis, ça s'est fait ensemble. Et 7 réunionnais et 5 jeunes Russes ont fait le premier satellite collégien du monde qui a fonctionné. Et le jour où on a entendu les premiers pip-pip de satellite, c'était au dernier étage de la mairie de Saint-Denis de la Réunion. Bon, c'est pas du champomis qui donne, même s'il avait 15 ans. Voilà. Alors, Vladimir, donc, après, il m'a expliqué qu'il voulait faire des grands miroirs pour déployer sur des zones arctiques ou des zones de catastrophe. Et quand vous avez un tremblement de terre ou des choses comme ça, où tous les systèmes d'électricité ne marchent plus, si on arrive à l'éclairer quand vous allez avec un miroir et envoyer de la lumière sur un mur, ça vous permet d'éclairer le terrain. Donc, il a fait un truc qui s'appelait Znamia, et j'étais au centre de contrôle à Moscou quand on a fait le déploiement. C'était pas mal. C'était pas mal. Alors, Vladimir est venu, et puis, bien sûr, les élèves, comme il avait fait Sputnik, il les a beaucoup aidés. Et quand il est décédé, il y a une quinzaine d'années, bon, la ville de Saint-Denis, l'île de la Réunion, ont décidé de faire un monument à sa mémoire pour le remercier d'avoir mis l'île de la Réunion en orbite. On a 4 objets en orbite aujourd'hui, on prépare le 5e qui s'appelle Payan. Un satellite à voile dont je vais vous parler un peu. Donc on a commencé comme ça. Alors les satellites à voile, c'est une vieille idée. La connaissance de l'électromagnétisme, enfin tout ça, c'est quelques siècles. Bon, on s'est aperçu que la queue des comètes était toujours tournée à l'opposé du Soleil, et ça doit être Kepler qui a imaginé que c'était peut-être la lumière qui poussait ce qui pouvait sortir de la comète pour la chasser. Ça a été prouvé après. La pression lumineuse a été exprimée par Maxwell, avec des équations que vous connaissez, etc. Parce que la lumière, j'ai entendu une fois une émission sur la lumière, sur l'IGAS, principe de l'IGAS, vous connaissez? Non. Hein, bon, c'est la physique. Au début de l'émission, je croyais savoir des trucs sur la lumière. À la fin de l'émission, j'ai compris que j'étais complètement nul sur le sujet. C'est comme ça aussi, mais il ne faut pas s'inquiéter. Alors, il y a des écrivains de science-fiction, vous voyez, donc toujours on a rêvé sur la Lune. Dans les années 30, c'est Sir Arthur Eddington qui a dit l'étoffe dont est fait l'univers est la même étoffe que celle dont sont faits les rêves. Bon, moi, j'ai jamais rien compris au système quantique, etc. Mais avant-hier, dimanche,
j'étais au musée de l'innovation à Tokyo, où ils ont un film absolument décoiffant sur l'univers à 9 dimensions. Là aussi, j'ai revisé mes idées. Parce que quand j'étais, comme vous, élève ingénieur, j'avais eu un petit peu de mal à comprendre qu'il y avait 4 dimensions, des réels, en mettant un i quelque part pour le temps, arriver à faire 4, etc. Et puis, à la fin de ma carrière au CNES, j'ai fait un supplément de la revue Pour la science pour donner aux gens du CNRS, parce qu'au CNES, on était 3500, mais le CNRS, c'était 50 000 chercheurs, et que l'espace, c'est pour tout le monde. C'est une nouvelle étape de l'humanité avec l'accès à l'espace. Donc, on a fait un supplément qui était les sciences de l'espace pour les scientifiques non spatiaux. Donc, je travaillais là-dessus avec le directeur des publications du CNRS et on termine dans un coin du côté de la rue d'Ulm nos accords, etc., sur le contenu. Et puis, bon, ça va. Et au moment du café, je lui dis, mais dans la vie de tous les jours, vous faites quoi? Et il me dit, ben, on n'est pas très content de système des 4 dimensions pour décrire l'univers, ce serait mieux avec 10 ou 11. Et Michel Cassé, astrophysicien, donc, qui avait dit que le Zanamia, ce déployant tournant, était au-dessus du Pacifique. Très belles images. Plus belles images à l'époque de la conquête spatiale. J'écoutais France Inter depuis la Réunion, un téléphone sonne, quelque chose comme ça. Et Michel Cassé intervient. Et au moment où il intervient, il dit, dans l'univers en 11 dimensions dans lequel on vit, et puis, ben, vous voyez, j'ai cru qu'on vivait dans un univers à 11 dimensions, et puis le petit dimanche dernier, il me paraîtrait que ce soit 9, j'en sais rien. C'est pour vous, c'est comme ça. Alors, voilà. Donc, ma génération, quand j'étais jeune, est celle qui a sorti l'humanité de la planète Terre. J'ai tout à l'heure parlé de la transcendance. Et aujourd'hui, si on dit quelque chose, attends, vous voudriez préciser votre pensée? On n'a pas de méthode rationnelle pour ça. Que de redire la même chose avec d'autres mots, mais tout ça, c'est du bricolage. C'est pas comme on fait un tour de manivelle avec un algorithme et on augmente la précision. Le fruit, c'est le temps qu'on y passe, mais on peut. Et je pense que la génération actuelle est celle qui va sortir, permettre de s'exprimer pour tout ce qui n'est pas du domaine du rationnel, avec un langage rationnel et trouver les méthodes. Et avec le numérique, les choses comme ça. Bon. Alors, Jules Verne, il avait fait pas mal de choses, mais il n'a pas inventé les voiles solaires. Par contre, vers 1880, il y a 2 écrivains de science-fiction français, Faure et Graffigny, qui écrivent les aventures d'un savant russe à travers le système solaire, où il se déplace poussé par les rayons du soleil. Et puis, il faudra, qu'est-ce qu'a vu la planète des singes? Voilà. Alors, la planète des singes, c'est toute une série de films, mais il y a un livre écrit par Pierre Boulle, qui avait lu dans des petites nouvelles japonaises au début des années 50. Là, il avait découvert que ça existait, la pression lumineuse. Et dans le livre, le premier chapitre commence par ces Jean et Phyllis qui étaient en voyage de noces. Ils faisaient une croisière dans un système avec 3 étoiles et ils faisaient une croisière à bord d'un voilier solaire. Alors, il y a 3 ou 4 pages pour décrire l'environnement et à la fin du paragraphe, il dit, et Gilles regarda Phyllis et il dit, tu es très belle, ma chérie. Et c'est vrai qu'avec tous ces poils sur la figure, Phyllis était une très belle guenon.
de Kirboul, hein, sur la planète des singes. Alors, ça commence donc avec Von Braun, avec la NASA, avec en Russie d'autres qui veulent faire des trucs pour sortir de la planète Terre. C'est mieux que de faire un attelage avec des oies comme Cyrano de Bergerac et imaginer pour aller vers la Lune. Et puis, bon, ça fonctionne. Alors, on commence à avoir des idées, faire des satellites, faire des fusées à étage. C'était Ananov qui avait inventé donc, les fusées à étage en Russie. Des tas d'histoires. Et il y a une comète célèbre, la comète de Halley, qu'on a repérée un certain nombre de fois, qui passe tous les 76 ans. Et on se dit, ce serait peut-être bien d'aller voir comment ça se passe. Et que, avec besoin d'une voile solaire, ce serait peut-être pratique. La NASA imagine un voilier solaire avec des pales 14 km de diamètre. L'ESA travaille sur une voile solaire carrée d'une surface de 1 km de côté. Bon, pourquoi des voiles? Parce que la pression des photons, ça n'a pas de masse, mais ça a de la quantité de mouvement, à la vitesse que ça va, qui est la vitesse de la lumière, donc il y a une quantité de mouvement. Et quand il y a un choc d'un photon sur quelque chose, il y a une pression. C'est pas énorme, mais vous voyez, à la distance où on est une unité astronomique du Soleil, c'est vous posez une pièce de 2 € sur un terrain de foot, ça vous donne à peu près la valeur de la pression lumineuse. Bon, donc on va pouvoir faire ça, mais les matériaux n'étaient pas prêts parce que c'est quand même un environnement difficile avec les ultraviolets, les ultrarayons, des tas de choses qu'il y a en dehors de la planète Terre. Donc on n'avait pas des matériaux résistants pour ça. La chimie a beaucoup évolué aussi. Aujourd'hui, les technologies, elles changent tous les 3 ans. On double les connaissances de l'humanité tous les 3 ans. C'est pas comme il y a quelques milliers d'années. Donc, on abandonne les projets. Et qui est-ce qu'on avait mis sur ces projets-là, histoire de les dégrossir un peu? C'était des jeunes ingénieurs comme vous, ou comme vous allez l'être très, très bientôt. Donc, ils sont très tristes parce que ça les faisait rêver de naviguer à la voile dans le système solaire et qui commencent à poser des associations. Alors, 79, on lance la première Ariane et comme vous n'étiez pas sûr que ça marchait, il y avait des passages gratuits. Il y a un petit groupe américain qui était en train de fabriquer un voilier en amateur qui a demandé s'il pouvait. Mais ils ne sont pas arrivés à le fabriquer dans les temps pour le lancement d'Ariane. Bon. Mais on s'est retrouvé à un congrès, parce qu'il y a un congrès annuel d'astronautique depuis 50 ans. On s'est retrouvé à Rome avec une association dont je faisais partie, qui était la L5 Society. L5, L5, ça vous dit quelque chose? Bon, dans la dynamique, vous avez, dans la dynamique spatiale, avec la gravitation, il y a, vous avez un système de 2 astres, il y en a 5 points particuliers, 2 qui sont dans l'alignement, qui sont les points de Lagrange 1, 2 et 3, et d'autres qui sont à sommet d'un triangle équilatéral, les points de Lagrange L4 et L5, qui seraient des endroits très bien pour mettre des planètes artificielles. Donc, on se retrouve sur la Plaza di Fiori,
où était Giordano Bruno, ça vous dit quelque chose? Bon, il y a quelques siècles, c'était un moine qui avait imaginé, c'était à l'époque de Galilée et tout ça aussi, et qu'il pouvait y avoir autre chose que la Terre et le Soleil et peut-être d'autres planètes et une pluralité des mondes. Bon, c'est pas bien ça. Donc il a fini brûlé sur la place des Fiori, et c'est à l'ombre de là où il y a la statue où il y avait eu le bûcher pour brûler. Parce qu'avec un petit peu de vino bianco pour aider, ça aide. On s'est retrouvé à 8 et avec quelqu'un a posé une question, est-ce qu'on peut faire des voiliers solaires? Ouais. Deuxième question, est-ce que vous avez envie de le faire? Nous, autour de la table, on a dit ouais. Troisième question, est-ce que vous voulez le faire maintenant? Ouais. Et les Français qui étaient là, on est rentré à l'époque, j'étais à Toulouse, et dans la semaine qui suivait, on fondait l'U3P, une association. Alors, comme elle dit Élise, pour la promotion de la propulsion photonique, c'est bien compliqué. Mais l'U3P, pour ceux qui sont dans le coup, c'est les trois fondateurs, c'est l'union Prado, Perret, Pignol. Voilà. Donc les fondateurs de l'U3P. Alors on a commencé à vouloir, bon c'était bien notre ami américain qui voulait partir avec Alain, donc on est venus copains, mais c'était mieux si on faisait une voile française. Donc on a commencé à travailler. Alors, il y a eu d'abord, ça devait être, je crois, en 84, un congrès mondial de transport à Vancouver, où ils voulaient faire le clou de ce grand forum des transports, ça aurait été une première voile solaire, celle de nos amis américains. Et puis, un an avant le congrès, ils se sont aperçus qu'il y avait des malversations, que le comité d'organisation s'en mettait plein les poches, ils ont viré tout le monde, et puis ils ont reformaté le congrès, et bien sûr, ils ont viré le projet de voile solaire. Alors après, à Toulouse, il y a un conseil régional qui essayait de faire connaître la région toulousaine. C'était l'époque où il y avait le Vendée Globe. Et ils ont dit, on va faire un grand voilier aussi. Mais dans les conseillers du conseil régional, il y avait des gens du CNES. Vous attendez votre voilier, vous allez faire de la vidéo sur le canal du Midi. Bien, vous savez qu'on a une équipe de jeunes au CNES, à l'ONERA, tout ça, qui imaginent un voilier pour aller entre la Terre et la Lune. Parce que pour financer le truc, avoir des sponsors, avoir le rêve, la Lune, ça fait toujours rêver. Donc, on avait imaginé que si on faisait une trajectoire Terre-Lune, on pourrait avoir des choses. Et là, le conseil régional a dit oui. On a fait une présentation nationale sur les bateaux-mouches. On a fait une présentation mondiale au congrès d'astronautique à Stockholm. Et puis 6 mois après, il y avait d'autres élections au Midi-Pyrénées qui a changé de majorité. Et la nouvelle majorité, comme ça se fait toujours, a viré tout ce qu'avait fait la présente. Et l'association Transpace Midi-Pyrénées a disparu. Alors là, le temps a passé, il y avait la Tour Eiffel. Vous savez ce que c'est que la Tour Eiffel? Hein? Vous savez pourquoi ça a été fait, la Tour Eiffel? C'était exposition universelle, mais ça répondait à quelle question, la Tour Eiffel? Ouais, non, ce n'est pas pour faire une tour. La grande technologie du 19e siècle, c'était les chemins de fer. Donc, c'était faire un pilier de pont de chemin de fer de 1000 pieds de haut, 300 mètres. Bon, Eiffel a gagné le truc. Et puis, c'était prévu pour être démonté. Ce qu'a sauvé la Tour Eiffel, c'est la radio.
que c'est bien de mettre une antenne en haut. Donc ça a sauvé la tour Eiffel. Donc, 87 par là, donc on était après. La tour Eiffel, pour fêter son centenaire, c'est quoi la grande technologie maintenant? C'est le spatial. Donc on fait un concours pour une tour Eiffel de l'espace. Donc grand concours qui est lancé. Je faisais partie de l'organisation du concours, ce qui m'a valu un certain nombre de repas de travail au deuxième étage de la tour Eiffel, c'est pas mal. Et puis, il y a eu 2 finalistes. Et il y en avait un qui avait une voile solaire, et puis l'autre qui avait un anneau de lumière. Celui qui présentait une voile solaire n'a pas tout à fait assez travaillé. Et celui qui faisait l'anneau de lumière donc, a remporté le truc, et ils étaient avec une équipe de graphistes qui a fait des trucs avec un anneau de lumière. Il y avait un anneau de feu devant les pyramides, il y avait un anneau de feu au-dessus de Paris, il y avait un anneau de feu au-dessus de San Francisco et du Bay Bridge, etc. Ça a affolé les astronomes. Je dis, si on a ça dans le ciel, c'est absolument pas réaliste, les illustrations. Mais si on a ça dans le ciel, ça ne va pas marcher. Alors, pour la tour Eiffel, pour le financement de l'organisation, il y avait les partenaires historiques de la tour Eiffel qui sont Citroën, depuis très longtemps. Donc, le CNES s'est mis derrière. C'est comme ça que je fais partie du comité d'organisation. Et l'ESA s'est mis derrière aussi. Et le directeur général de l'ESA à l'époque était un astronome. Et il y a eu à ce moment-là un congrès d'astronomes en Allemagne, etc. Donc, ils ont demandé à ce que l'ESA, parce que Lutz, qui était le patron de l'ESA, était un astronome, se retire du projet. Et Lutz n'a pas pu faire autre chose. Comme l'ESA n'y était plus, ben, le CNES s'est retiré aussi. Et Citroën, ils ont dit, s'il n'y a plus l'ESA et s'il n'y a plus le CNES, qu'est-ce que je fais là? Donc, fini la tour Eiffel de l'espace. Alors, c'est reparti en 92 pour célébrer la découverte de Christophe Colomb par les Native Americans qui étaient venus du berceau de l'humanité en passant par le détroit de Bering quelques siècles ou quelques dizaines de siècles avant. Donc 500 ans pour fêter ça. Le gouvernement espagnol a défiscalisé tout ce qui était lié au cinquantenaire. Et puis, on a trouvé un moyen de partir à 3 avec un voilier solaire américain, un voilier solaire japonais, un voilier européen qui faisait entre 100 et 150 kg, qui avait 2500 mètres carrés de surface, et on remplissait une Ariane avec ça. Et nous en étions, début 91 ou 92, je ne sais plus, nous en étions à négocier avec Ariane Espace pour notre lancement. Entre-temps, la Fédération mondiale d'astronautique avait fait un règlement officiel du Challenge Terre-Lune. Départ, vous voyez, comme les courses de bateau, il ne faut pas passer la ligne entre 2 bouées avant le départ officiel, sinon on va dire. On avait le départ qui était une orbite à 50 000 km, un petit peu au-delà de la géostationnaire. Il ne fallait pas l'avoir franchi pendant au moins 24 heures avant de la franchir. Et on donne le top départ au moment où on l'a franchi. L'arrivée, pour montrer qu'on est allé plus loin que la Lune, donc vous voyez que la Lune nous montre, est d'origine terrestre, d'ailleurs ça fait 10 ans. Il y a eu une collision qui a arraché la Lune
mais elle tourne toujours la même face. Donc, si vous prenez la tangente à l'arrière, au centre de la face cachée arrière, ça montre si on est au-delà, qu'on est au-delà de la Lune. Donc, c'était le point d'arrivée, signal d'arrivée, c'était d'envoyer une photo du centre de la face cachée de la Lune, où il y a justement les cratères, Icare et Védane. Bon, là-dessus, qu'est-ce qui se passe? Bombardement de Bagdad, guerre du Golfe. Et comme, bien sûr, tous les gens avec qui vous travaillez pour fabriquer la voile, tous les industriels, ce sont d'abord des fabricants d'armes de destruction. Ils avaient d'autres chats à fouetter, ils ont laissé tomber le Challenge Carlin pour le 500e anniversaire de Christophe Colomb. Et là, on est passé dans 20 années de d'attaque. On a fait surtout de l'éducation. On a piloté à l'U3P des centaines de TIPE. Ça existe toujours, ça? Ouais. Bon. Et on a vu, par exemple, qui étaient étudiants à l'époque, des gens qui s'appelaient Louis Bouillon-Matignon ou Thibault Elzière, qui ont fait des TIPE sur les voiles solaires. Et qui, après avoir fait un certain nombre de choses dans leur vie, il y a 2 ans, ont fondé une association qui s'appelle Gamma pour fabriquer des voiles solaires comme moyen de transport du futur et qui sont à 500 mètres de chez vous. Voilà, qui ont lancé leur premier prototype qui est Gamma Alpha le 3 janvier et qui, d'ici quelques semaines ou quelques mois, vont faire les essais de déploiement avant d'en faire. Bon. Nous, entre-temps, on a eu encore des soucis, mais la technologie a évolué pendant tout le temps passé avec le numérique, la miniaturisation des équipements. Et là, c'est déjà un vieux téléphone, il n'y a que 2 caméras. Non, il y en a 3, 4, je ne sais pas, qui sont d'excellente qualité. Je pourrais, si je sors les caméras, en mettre une centaine dans le creux de ma main. En 1975, les premières caméras qui sont posées sur la planète Mars faisaient 30 kilos chacune et elles étaient de bien moins bonne qualité que celles qu'il y a ici. Là, j'ai plus d'informatique là-dedans que n'en avait toute la NASA quand ils ont fait les vols sur la Lune. Et pour ceux qui ont les anecdotes, quand on a fait le premier ordinateur avec des lampes à la fin des années 40, il y avait IBM qui faisait des trucs avec des contacts électriques pour les cartes perforées. C'était un métier d'être perforatrice, c'était surtout des femmes qui faisaient ça, de cartes et avec 80 colonnes, c'est pour ça qu'on les a retrouvées. En 1948-1950, le PDG de IBM, qui était une grosse boîte, dit ouais, les ordinateurs, on avait sorti le premier, oh, il doit y avoir de la place pour 5 ordinateurs dans le monde. Et la vision. Alors voilà, donc on se retrouve avec la possibilité de faire un voilier solaire. Ça, c'est. On a d'abord imaginé le libellule, et puis on a eu avec les départements des civils, des problèmes de malversation aussi. On a arrêté la manip juste avant qu'on se couvre de ridicule, parce que le gars du conseil régional des Yvelines, ça c'est. Je coupe ça. De l'autre côté, c'est pas. Voilà, j'ai coupé tout seul, très bien. Mais, donc, de l'inflation, donc on a laissé tomber. Et puis c'est l'époque où, l'âge venant, le temps passant, le CNES a commencé à prendre sa retraite pendant que moi je continuais mes activités.
Donc chez moi, à l'île de la Réunion, avec le développement, donc on sortait du Sputnik 40 ans, du modèle réduit de Sputnik. J'ai aussi lancé un Litchi en orbite. Un Litchi, oui. Oui, il y a un entrepreneur américain qui s'appelle Big Joe, qui est à Los Angeles, qui est le patron d'une chaîne de motels, mais un grand rêveur d'espace, et son rêve, c'est de faire un motel dans l'espace, avec des stations spatiales gonflables. Donc, il a fait en 86-87 des prototypes, et pour faire connaître, il a dit, envoyez des cartes postales, je les mettrai dedans, ou des petits objets qui fassent moins de 4 cm, moins de 25 grammes. Et pour donner un exemple, je disais, bon, à peu près la taille d'une balle de golf. Et je lisais l'annonce qu'il faisait, et je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, comme ça, tout d'un coup, j'ai vu la balle de golf peinte en rouge, et j'ai dit, je vais envoyer un Litchi. Alors, j'ai dénoyauté le Litchi, j'ai mis de l'époxy dedans, je l'ai recousu, enfin, c'est un petit peu brun. J'ai passé une demi-heure devant le rayon des vernis en rouge dans un Monoprix pour savoir avec quel vernis il est un petit peu, parce que bien sûr il y a des photos, donc on a un petit peu de maquillage quand même. Et puis le Litchi est parti, il a été lancé, etc. Voilà. Alors, après le Sputnik, il y avait des radioamateurs qui avaient voulu faire un satellite radioamateur, le Satéduc, etc. Et il manquait le châssis du satellite et la carte de contrôle d'altitude. Il y avait des écoles d'ingénieurs qui s'étaient réparties. Alors faites attention à l'organisation. Un Satéduc, il y avait une demi-douzaine d'écoles d'ingénieurs qui coopéraient. Et il leur manquait ça. Et à une réunion de radioamateurs où il y avait le principal du collège qui avait dit, mais on a de très bons lycées professionnels avec des classes de BTS qui peuvent vous faire ça. Quand ils se sont retrouvés à la fin de l'année, c'est pour ça que les écoles comme l'IPSA, c'est des écoles en 5 ans, ça forme des gens qui sont peut-être des ingénieurs plus solides que les ingénieurs qui sont considérés comme des très grandes écoles, qui sortent des gens qui sont bons qu'à faire de l'administration, parce que les trucs pratiques, ça ne les intéresse pas. Hein. C'est pas eux qui gagnent la robotique, c'est pas eux. Je n'ai pas encore vu de fusée expérimentale faite par Polytechnique ou des choses comme ça. S'il faut des trucs, c'est pour avoir des points au classement pour choisir les trucs de sortie, etc. Donc, tout ce qui était arrivé au cours de l'année, c'était à faire de vagues schémas. Et les seuls qui avaient fait le boulot étaient les 2 classes de BTS de la Réunion. Donc, le châssis de satellite a été récupéré par un radioamateur luxembourgeois qui était là, qui a fini par faire un satellite radioamateur qui, en 2010, a été lancé par une fusée indienne, donc 3e objet réunionnais en orbite. Et puis, un jour, j'étais invité par le Forum spatial autrichien où on faisait une simulation d'opération martienne. Donc, on était à Innsbruck, au centre de contrôle, on travaillait par un satellite avec une équipe exportée au Rio Tinto à la frontière entre l'Espagne et le Portugal, qui avait un rover là-bas pour piloter depuis Innsbruck. Et sur le sol, puis les a avec une petite expérience aussi. Il se trouve que la semaine où on faisait la manip, il y a 2 anticyclones qui se sont rencontrés à la frontière de l'Espagne et du Portugal, et il n'a jamais autant plu sur la planète Mars. Ben voilà. Mais je vais garder de très bons amis à Innsbruck. Le Tyrol, c'est comme la Réunion à l'envers.
Nous, on a les montagnes au milieu. Bon, c'est à peu près la même taille, la même population. Avec nous, on met les montagnes au milieu, tandis qu'au Tyrol, ils mettent les montagnes autour. C'est la différence. Ouais. Alors, on sait, je vais mettre le film qui est avec lui, l'enlever sans le son, parce que c'est. Ce yacht vogue librement sur le vaste océan. Voilà, donc ils ont récupéré une météorite martienne qui était tombée au Sahara, parce que quand vous avez un astéroïde qui percute à 20 ou 30 km par seconde, les débris, ils ont la vitesse de satellisation, ça se répartit dans le système solaire. Si ça tombe sur la Terre dans un océan, on ne trouve pas, mais si ça tombe sur un glacier ou dans un désert, on en trouve. Il y a 80 météorites qui sont d'origine martienne. Alors, c'est aussi, vous connaissez le bijoutier Swarovski, qui est à Innsbruck. Et sans doute avec un soir, avec de l'Apfelstrudel, des vins, comme ça, les patrons du pôle spatial autrichien et ceux de Swarovski se sont trouvés. Et Swarovski a dit, on va faire un bijou où on va mélanger des morceaux de cette météorite partielle avec des morceaux d'échantillons de la Terre, et ils ont lancé un appel mondial, envoyez-nous un bout de caillou de chez vous, et on va faire un bijou dans un cristal Swarovski. Il y a eu 33 réponses. Ce que je n'ai pas compris, c'est que je suis le seul Français à avoir répondu, où j'ai envoyé un échantillon de basalte de notre volcan. Je n'ai pas compris. On était 33, et puis on en a reçu, et il y a 3 cristaux qui ont été emportés par la cosmonaute Samantha Cristoforetti à bord de la station spatiale. Donc c'est encore un objet rayonné qui est un organe de vibration. Et puis, on s'est dit, voilà, donc en 92, on était sur une compétition internationale, internationale. Bon, un quart de siècle après, on repart pour faire le challenge Terre-Lune. Avec ça, il fait 3 kilos. Avec les accessoires, ça en fait 7 ou 8 qu'il y a autour. Donc ça peut se lancer facilement. Nous avons eu encore des soucis. Il y a 2 ans, j'étais en négociation avec la SES, qui est la plus grande société de satellites géostationnaires. On a travaillé 1 an pour qu'ils nous embarquent avec de leur satellite géostationnaire. Bon, donc je travaillais avec la direction de la SES qui est au Luxembourg. Et à la fin de l'année, ils ont dit non, désolé, on ne peut pas. Parce qu'à cause d'Elon Musk, on ne va plus faire des gros satellites géostationnaires. Bon, donc, ceci dit, ça revient. Mais on va trouver parce que la multiplication des gens qui font des lancements maintenant, c'est partout dans tous les sens. Donc, ce ne sera plus un problème. Vous savez, je vous ai parlé des planètes artificielles. Ça a été le livre a été écrit en 1975 par Jerry O'Neill. Et il y a un gamin américain de 15 ans qui a lu le bouquin, qui a trouvé ça génial, il a dit je vais le faire. 15 ans. Il a compris que dans le monde où on vit, il fallait, c'est pas avec des programmes gouvernementaux de la bureaucratie qu'on y arriverait, il fallait aller plus vite. Donc il fallait être capable de décider tout seul. Et qu'il fallait de l'argent, donc il fallait qu'il soit riche. Alors pour devenir riche, il a fondé Amazon. Depuis 2000, c'est-à-dire depuis près de 25 ans maintenant, Jeff Bezos, il sort de sa poche pour développer le spatial. Ce n'est pas des dizaines de milliers d'euros, des centaines de millions, des milliers ou quelques millions. Il sort 1 milliard par an de sa poche. La face supérieure est couverte de cellules solaires. C'est parti, et il est là pour faire des planètes artificielles en forme de roue de vélo, de stand. Ça, vous les ferez, vous les verrez. Parmi vous, bon, il n'y a pas de questions. Il y en a
quelques-uns, quelques-unes parmi vous qui, un jour dans votre carrière, irez sur la Lune. Il faut que vous le sachiez. Alors, vous préparez. Alors là, ça, c'est le voilier de mes amis. J'ai passé 2 heures technologie mercredi la semaine dernière avec celui qui a fait ce voilier. Hein, vous avez vu. Donc là, Terre Vénus, il est parti avec une sonde ordinaire. Il y avait besoin de l'Est pour ajuster les caractéristiques, les paramètres de lancement de la sonde d'exploration de Vénus. Et il a dit, est-ce que je peux mettre une voile soleil? Il a dit oui. Et Maurice était un des étudiants, et aujourd'hui il est directeur de labo qui a fait ça. Alors voilà. Donc vous voyez les différents ici. Donc on n'a pas encore vu le déploiement parce que c'est dans mon nom. Donc on va aller jusqu'au déploiement et puis après j'arrêterai ce film et je vous montrerai ce que nous on fait. Donc on est parti sur notre voilier pour mettre au point des bacs avec des voiles ici compris, entre 5 et 10 microns d'épaisseur, avec du Kapton qui résiste au rayonnement ultraviolet, qui ne va pas se décomposer parce que vous mettez des couvertures de sortie et quelques mois après pas. Un CubeSat 10 cm sur 10, où vous avez la communication, l'énergie, des instruments, dont un détecteur de particules cosmiques fait par Élise, par Esteban, par Simon, qui sont ici à l'école en train de finir d'ingénieur. La communication, vous connaissez LoRa, LoRa, Long Range Communication, ce n'est pas des bits. Mais vous voyez, je connais aussi les gens qui ont fait la mission vers Pluton. Donc, 9 années pour arriver de la Terre à Pluton. Un engin lancé à 16 km par seconde à l'injection au départ de la planète Terre. En arrivant 9 ans plus tard, 3 minutes à la vitesse qu'ils avaient encore pour survoler Pluton, prendre les photos. Haute définition, faire toutes les mesures. Bon, tout ça emmagasiné à bord, et vu la distance, 1 an et demi pour télécharger les données que ça recoule. Donc là aussi, les photos qu'on va faire de la Lune, c'est juste une photo. Le film du déploiement, on n'a pas besoin de l'avoir en temps réel, si on l'a quelques heures après. Donc LoRa, c'est un système qui marche bien, long range communication, et on va prendre ça. Alors là, ben vous voyez le déploiement, et Gamma, un système à peu près pareil, où il enroule. D'abord, on fait une bande en repliant en Z, en accordéon, et puis qu'on enroule autour d'un tambour. Il y a des maslottes qui, par la force centrifuge, déploient la voile. Et puis là, ça va s'ouvrir, on libère et on continue à tirer dessus. Et vous voyez comment ça se forme. Alors, je vais arrêter ici parce que là, je vais vous montrer ce qu'il y a. Il a également été observé par le sommet. Et ce final n'est plus que quelques secondes. D'accord. OK. Alors, ici, vous avez la voile, et là, vous avez des cristaux liquides qui sont transparents ou pas selon que les vaisseaux sous tension. Si c'est transparent, on a la réflexion de la voile. Et si ce n'est pas transparent, il n'y a pas de réflexion, donc on n'a que la moitié de la poussée, ce qui va permettre d'orienter. Et comme la voile, elle tourne après, c'est la rotation, la force centrifuge qui la maintient en forme. Si on veut pousser de ce côté-là, ce côté-là, quelques secondes plus tard, il va être là. Donc là, on va l'éteindre et puis on va allumer celui-là qui va arriver ici.
comme on fait le pas cyclique du vélo sur terre. Donc voilà ce qu'on est en train de faire. Bienvenue au club, puisqu'il y a déjà 3-4 élèves ingénieurs de l'IPSA qui sont dans le projet Paillanqueux, et puis il peut y en avoir d'autres, je dis voilà. Donc l'idée, c'est nos business models sont le Tour de France, parce qu'on ne tient pas les médias pendant 1 an et demi que ça dure la navigation. Donc un cirque qui va de ville en ville, avec des conférences, des concerts, des expos, des explications pour les systèmes éducatifs, pour les comités de business board local, etc. Il y a du boulot pour tout le monde. Et notre deuxième modèle, c'est le Cirque du Soleil. 8000 personnes au Cirque du Soleil de Guy-la-Liberté au Québec. Et 8000 personnes sont capables de faire 5 grands spectacles le même jour dans 5 capitales du monde avec tout ce qu'ils ont. Donc, c'est notre deuxième business model, puisque en Europe, ce sera un voilier européen, made in La Réunion. Aux États-Unis, il y aura un cirque qui fera le tour des États de l'Amérique du Nord pour un voilier Paillanqueux qui sera un voilier américain, made in La Réunion. Au Japon, il y aura des spectacles genre cirque mobile qui feront le tour des préfectures du Japon pour un voilier japonais made in Réunion. En Russie, il y aura le tour de la Russie, parce que les conneries actuelles, ça ne va pas durer, avec un voilier russe made in Réunion. Et en Europe, c'est bien sûr le tour des grandes villes d'Europe, avec un voilier made in La Réunion. Your questions, please. Voilà, entretien, on a je ne sais pas combien de temps pour un échange, pour ce que vous voulez. Et pendant qu'on parle, en silence, je vais mettre en boucle notre déploiement. Allô. Donc voilà, là on a Eric Avelio qui fabrique les panneaux solaires pour la Lune. Et puis le module de service, il y a ce truc-là. Bon, mais voilà. Oui. Donc je l'ai rencontré il y a 3 ans. Et le jour où il est parti avec son père, une astronaute de 82 ans et un jeune Hollandais de 18 ans, plus vieille et plus jeune cosmonaute, le Hollandais, il a payé 26 millions. Les médias, ils ont dit fantasme de milliardaire. Dans la semaine qui suivait, Bezos a fait 20 chèques de 1 million pour des associations éducatives, aucun média n'en a parlé. C'est comme ça. Alors, comme j'avais fait de l'éducation quand j'étais en Indonésie, et puis ensuite quand j'ai fait mon doctorat à Cornell, je me suis retrouvé, je montais la première boîte vidéo à La Réunion, une des premières de France, et puis j'ai fait faillite parce que les municipalités, des fois, elles mettent 1 an et demi à payer la facture, c'est pas bon pour la trésorerie. Donc je suis allé au rectorat de La Réunion, j'ai dit voilà, je suis ingénieur, vous n'avez pas de petit boulot pour moi, ils m'ont dit tu peux faire prof de maths. Et pendant 7 ans, j'ai fait prof de maths dans des collèges. Où on a d'ailleurs remporté un prix national qui m'est resté en travers de la gorge ou un collège où je l'avais fait, parce que le premier prix a été officiellement gagné par un collège d'Indre-et-Loire
Mais après, quand on a vu les élèves de Saint-André de la Réunion étaient 2 longueurs d'avance sur tous les autres lauréats, mais le premier prix, c'était un voyage au Québec pour toute la classe. Et quand le jury a vu que c'était à la Réunion qu'ils avaient gagné, ils ont paniqué. Ils ont inventé un prix spécial en prof de français. Alors, vous voyez, donc on fait sur Icaros et Gamma, une fois qu'ils ont fait le premier pli pour une bande d'une largeur limitée, et nous, elle fait 9 cm de large, eux, ils l'entourent sur un tambour. Et puis, on a fait de nombreux essais comme celui-là, et pour faire, au lieu de mettre sur un tambour, on fait un deuxième accordéon, et puis ça marche très bien, il n'y a pas de blocage, et c'est ce qu'on va faire. Ça simplifiera les mécanismes. Qui va accuser les voltigeurs Eh bien, ça ne bouffe pas de carburant. Donc, par exemple, pour faire le tour des astéroïdes, des choses comme ça, on peut. D'accord qu'en orbite, c'est pas pratique avec un débris. Oui, mais c'est proche. Ça, c'est de l'interplanétaire. Chez nous, aujourd'hui, c'est la totalité du système solaire. Avec 1 million d'astéroïdes de plus d'1 kilomètre, où il y a de l'eau, tous les minéraux, toute la table du Mendeleïev, l'énergie du Soleil 24 heures sur 24, et les propulseurs ioniques, parce que quand vous avez un propulseur chimique, 1 tonne de carburant, ça produit 1 tonne de gaz sur lequel on s'appuie. On n'a pas, c'est pas intuitif de dire l'inertie d'un gaz. Pourtant, quand vous faites ça, vous le sentez. Calculer la masse d'air qu'il peut y avoir dans la salle ici, vous verrez, c'est impressionnant. Donc, on ne peut pas. Par contre, on pousse non seulement la charge utile, mais aussi tout le carburant dont on a besoin pour le reste. Et au bout de 3 minutes, les réservoirs sont vides. Ça s'arrête. La propulsion ionique, on arrive à des vitesses d'éjection avec l'hydrogène, on a 4 km/s de 40-60 km par seconde. Et comme il y a moins à emporter, ce n'est pas 10 ou 15 fois plus efficace, c'est 1000 fois plus efficace. Et on peut faire des planètes artificielles avant la fin du cycle. Oui, il y avait une question par là. Oui, j'aurais une question par rapport à la boîte. Vous avez dit qu'elle était constituée en partie de cristaux liquides. Alors, les cristaux liquides, c'est ce qui sert pour la navigation, et ça sert, vous voyez, on s'en sert pour fermer une vitre ou, par exemple, une salle de réunion, si on veut, la vitre l'obscurcir ou pas, simplement par le contact des vitres de voiture. Ça permet de faire que la surface couverte par les cristaux liquides, elle est réfléchissante ou pas. On n'a pas la même poussée, donc de déséquilibrer, et en faisant tourner, d'orienter la direction de la voile, donc d'orienter la lumière réfléchie, et comme la résultante, c'est normal à la voile, on a un vecteur qui va permettre, suivant comment on la tourne, d'accélérer la voile, on va s'éloigner du soleil, ou de la ralentir si on tourne dans l'autre sens, ce qui va nous rapprocher du soleil, ou si on la met sur le côté, de changer le plan d'orbite, ce qui permet de naviguer d'une manière extrêmement élégante avec des cristaux liquides qui font que la voile elle est réfléchissante ou pas. Donc, c'est 1 millimètre d'épaisseur, comme ça, qu'on met tout autour. Comment? En fait, c'est rapproché du Soleil, puisque la force du Soleil. Eh bien, vous êtes en orbite autour du Soleil. Si vous ralentissez, parce que vous allez mettre la force de propulsion vers l'arrière de la voile par rapport à son déplacement, vous allez ralentir, vous allez vous rapprocher du Soleil. Si vous mettez la force de propulsion de l'autre côté et vous allez accélérer, vous allez partir sur une orbite qui va s'élargir.
Et ça, c'est ça qu'on va faire pour la course Terre-Lune. Il y a énormément de manœuvres à faire pour agrandir l'orbite de 50 000 km jusqu'à ce qu'elle dépasse 400 000 km de la Terre. C'est ça qui prend 1 an et demi de manœuvre. Puisqu'au début, on n'est pas loin de l'orbite géostationnaire. Au début, on fait un tour par jour. La Lune, elle fait un tour tous les mois. Tout à l'heure, vous aviez dit que la voile elle tourne pendant qu'elle avançait, que du coup, il fallait adapter avec des photos de la main. Eh bien, il n'y a pas de moi, c'est ça qui l'a fait tendu. Vous voyez la robe des danseuses de flamenco. Ah, du coup, ça tourne. Ah, À voilà. cause, oui, s'enrouler en. Voilà, donc ça tourne dans l'espace, ce qui fait qu'on a des toutes petites masses au bout qui le tendent. Et c'est cette force centrifuge qui maintient la forme de la voile. Encore que Icaros a mis 6 mois pour aller jusqu'à Vénus, et puis a continué, et on a continué pendant très longtemps. Je crois qu'ils ont encore de temps en temps le contrôle sur Icaros. Et c'est arrêté de tourner. Et vous voyez, si je prends une feuille de carton ici, même une feuille de papier, la rigidité des fibres, etc., ça reste plat. Et comme il y a très peu de forces perturbatrices, même sans rotation, une fois qu'elle est déployée, elle garde la forme plate. Ça a fait une surprise, parce qu'ils ont pensé que ça allait chiffonner, non. Ben, c'est des surprises. Vous voyez, c'est comme les premiers satellites, on s'est aperçu que Sputnik précessionnait autour de la Terre à cause du renflement équatorial. Et dans les calculs qui ont été faits pour lancer Sputnik, on avait pensé qu'il tournerait dans un plan fixe par rapport aux étoiles. Ben non, ça tourne. La station spatiale, eh bien, on la voit parce on peut la voir. Il faut que nous on soit dans la nuit et qu'elle soit au soleil, c'est-à-dire qu'on la voit en gros 1 heure avant le lever du soleil, 1 heure après le coucher, pendant 1 mois. Et puis après, il y a 1 mois où elle passe au-dessus de nos têtes en plein jour et on ne la voit pas. Et puis après, il y a 1 mois où on la revoit matin et soir. Et puis après, il y a 1 mois où on ne la voit pas parce qu'elle est complètement dans l'ombre de la Terre, c'est sur le coup de minuit et elle n'est plus du tout éclairée. Et puis ça recommence. Yes. La rentabilité en termes de vitesse, à quel moment elle acquiert cette vitesse pour, Alors, ce n'est pas des questions de vitesse, mais d'énergie. Parce que l'orbite n'étant pas circulaire, quand on est proche de la Terre, on va très vite. Quand on est loin de la Terre, on va moins vite. Le rapport entre la forme qui se voit, la forme qui se bat, et la taille de la voile. Eh bien, comme vous avez une force qui est très faible, il faut la plus grande surface possible et la masse est égale à 1 la plus faible possible. Donc, quelque chose qui a une grande surface et une faible masse, c'est une voile. Et j'imagine qu'il y a bien un rapport entre les deux qui est à part sur lequel c'est intéressant. Eh bien, on diminue. Et il y a eu de l'imagination pour des voiles qui s'étaient fabriquées dans l'espace qui n'auraient que quelques atomes d'épaisseur. On peut imaginer. Hein, aujourd'hui, par exemple, le Payanque alpha, c'est 2,5 microns d'épaisseur. Hein, le Go va travailler entre 7 et 10 microns, parce que ce sera plus facile à manipuler. Et la prochaine, le gamma bêta qui sont censés à côté, ils auront 7 microns d'épaisseur. Je vous propose de continuer à discuter avec M. Pignolet. On va arrêter la compte pour les gens en ligne. Oui. Et puis continuer à discuter pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci. Voilà, donc il y a de l'avenir pour les voiles stellaires.